Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir pour la dernière de HomeGoNet TV dans le cadre du confinement. Donc, Sandrine, bonjour, tu es à l'écran. Bonjour Sandrine, et merci d'avoir organisé effectivement cette rencontre avec Tadé. Voilà. Merci beaucoup Erwan, merci de nous inviter à nouveau. Alors un petit topo à nouveau sur Bonheurs Anonymes, le magazine gratuit du Morbihan qui promeut les gens heureux. On a besoin de mentors autour de nous et on est tous le mentor de quelqu'un. C'est important d'être inspiré, c'est important de se rendre compte que des bonheurs sont accessibles. On a ce soir le plaisir et l'honneur de rencontrer Tadé Vieille KCC, qui nous rejoint sur ta chaîne Erwan pour nous parler de la façon dont lui réussit sa vie. Et il nous a déjà... Alors, Tadé habite à Saint-Neuf, je ne l'ai pas présenté... il est passionné par les relations humaines. Il a décidé d'orienter sa vie dans l'animation de projets, que ce soit professionnellement ou dans des engagements personnels et dans ses passions. Et réussir sa vie pour lui, c'est donner et partager l'épanouissement dans ce don. Voyons ça de plus près, donc avec les mêmes questions qu'avec nos autres invités. Bonsoir Tadé, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Bonsoir à tous, merci à vous de cet honneur de me faire cet honneur de cette émission. Tout le plaisir est pour nous, je t'assure. Tadé, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Je suis marié, je suis père de deux filles qui ont 7 et 9 ans. J'ai une formation d'ingénieur et puis voilà, après avoir travaillé un petit peu dans l'industrie, j'ai plutôt choisi de faire de la gestion de projet, des projets plutôt atypiques. Et de fil en aiguille, aujourd'hui je travaille dans une école qui forme des ingénieurs, mais pas que, puisqu'on fait aussi de la réinsertion professionnelle. Et moi, à titre, c'est ma fonction. Je suis en charge de la création sur Vannes d'un atelier qui fait de la réinsertion, qui s'appelle l'école de production, qui a démarré cette année et qui permet à des jeunes qui n'ont pas eu les mêmes chances que nos élèves ingénieurs d'apprendre un métier. Oui, beau projet. Oui, tout à fait. Dis-moi, Tadé, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Voilà. Je pensais que j'allais être un aventurier. C'est un peu surprenant comme ça, mais j'avais très envie de voyager beaucoup. Sans doute à l'époque, j'avais envie de beaucoup trop voyager. J'ai commencé à voyager un petit peu, mais pas sur des très très longues distances, mais à l'aide de vieux vélos Solex notamment, puisque c'était une de mes passions. On est parti sur les routes vers la Lituanie et la Lettonie et on a traversé ces pays baltes en Solex. Et puis après d'autres aventures à travers le désert marocain et puis un peu plus loin au Chili. Et je pensais vraiment que j'allais faire de ma vie ces voyages et partir à l'aventure tout le temps. Voilà. À 16 ans, c'était un peu mes rêves. C'est beau ces rêves de liberté, je trouve. C'est inspirant. Alors, dis-moi, Tadé, dis-nous plutôt, maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Alors, il y a beaucoup de choses qui me rendent heureux. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Sans doute, parfois, j'en aime un peu trop. D'abord, c'est ce que je vis au quotidien, ma famille, ce que je vis dans mon travail, qui est passionnant, qui me rend tout simplement heureux. Au-delà de ça, j'en suis convaincu, c'est travailler sur des projets. Alors, ça paraît un peu surprenant comme ça, mais quand on est sur un projet, qu'on a des objectifs, ce qui nous rend heureux, c'est pas de les atteindre, mais c'est d'y travailler et de s'en approcher, et bien sûr d'atteindre les objectifs. Mais quand on a atteint ces objectifs, entre guillemets, le bonheur, il est déjà dépassé. Tout le bonheur, on l'a eu en travaillant sur ces projets et en allant vers ces objectifs. Et d'une manière générale, je pense qu'il y a une citation, je ne sais plus qui est très célèbre, qui dit dans le voyage, le plus important, c'est pas la destination, mais c'est le voyage. Et je pense que dans un projet et dans la gestion de projet, c'est la même chose. Et c'est travailler sur des projets qui me rend moi heureux, mais qui rend aussi des tas de gens heureux. Ce serait pas pareil pour l'amour, en fait? Sandrine, je pose la question, ou Tadé, je sais pas. Je dis ça, je dis rien, en fait, Sans doute, oui. Ok. Ouais, mais parfait. Enfin, moi, ça me convient très bien ce que tu viens d'imager parce que c'est effectivement les projets, c'est très très exaltant, effectivement. Est-ce qu'il existe un obstacle en particulier qui t'a fait avancer dans la vie?
Alors c'est marrant cette question parce que quand on fait du saut d'obstacles, les obstacles ils sont là pour bloquer et pas pour faire avancer, mais justement c'est en passant au-dessus de ces obstacles ou en s'affrontant face à ces obstacles que finalement on avance et qu'on prend du recul aussi sur ces obstacles. Moi, des obstacles, il y en a eu beaucoup, il y en a eu notamment des obstacles personnels, des deuils qui ont marqué ma vie, mais qui ont aussi permis de construire une personnalité et entre guillemets de bâtir les projets aujourd'hui sur lesquels je travaille. Donc j'ai pas d'obstacles précis ou alors des obstacles très personnels qui m'ont permis d'avancer, mais je pense que de toute façon c'est par les obstacles et par la difficulté qu'on peut se permettre d'apprendre et d'avancer. Oui, et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on aurait peut-être imaginé. Je fais une petite pensée. C'est le saut en avant, voilà, qui nous permet de. Je fais une petite dédicace à quelqu'un qui regarde ARL, on se comprend. Excuse-moi, Tadé. D'accord, on vous laisse. C'est privé. Oh, bah, je me l'autorise, hein, mince, après tout. Il n'y a pas de souci, aucun problème. Dis-moi, Tadé, quel sentiment ça te procure exactement le fait de commencer à créer un projet quand tu es au tout départ d'un projet, quand tu commences à avoir l'idée et que ça commence à germer, dans quel sentiment, dans quel état d'esprit tu te trouves? L'excitation d'abord, comme tout projet, quand ça démarre, on est d'abord excité, on est l'émulsion, c'est un peu excitant. Après, rapidement, vient toujours une phase un peu d'angoisse, qui est à mon avis tout à fait normale et légitime, mais cette phase d'angoisse, c'est pas la partie la plus agréable du projet. Elle est cependant nécessaire puisque c'est elle qui nous fait un peu travailler parfois la nuit sans qu'on se rende compte, qui nous réveille un peu la nuit, qui agite nos idées, qui nous empêche de dormir. Mais quand on prend le recul et qu'on connaît cette situation-là, on sait aussi comment la gérer, comment gérer cette angoisse et comment en faire justement une force. Donc voilà, le début d'un projet, c'est toujours d'abord de l'excitation et après de l'angoisse. Et une fois qu'on a passé ces deux phases-là, on est parti cette fois-ci dans la vraie construction du projet. L'excitation, elle sert à diverger en fait en créativité. On parle de divergence et de convergence. D'abord, il faut diverger et cette excitation-là, elle sert à diverger, à s'éloigner parfois un peu du projet pour avoir des idées, pour pouvoir se recentrer. Et la phase d'angoisse, c'est le moment où justement on a beaucoup divergé, on part un peu dans tous les sens, mais c'est de cette angoisse-là qu'on peut comprendre ce qui va nous guider, ce qui est simple au projet, ce qui est peut-être, on va dire, essentiel ou prioritaire, et ainsi on va pouvoir revenir sur le concret du projet, on va converger et on va pouvoir avancer. Un stress moteur, on peut dire que c'est ça, cette notion de stress moteur, ou pas? Oui, c'est le stress moteur qui doit pas devenir du stress néfaste. Parfois ça l'est et il faut apprendre à gérer. Prendre aussi de recul. Il faut aussi il y a la méditation, il y a des tas de choses qui permettent aussi de prendre du recul. Faire du sport, c'est hyper important quand on fait du projet pour prendre du recul. Mais ce stress, il est quand même utile. Donc il faut pas le voir il faut pas se laisser dépasser par ces angoisses, mais il faut aussi les vivre et les accepter. Ok. Alors, autre chose, là, ce sont les sentiments que tu ressens par rapport à un projet, mais ce que tu fais en ce moment, ce que tu nous as expliqué, c'est assez social, c'est assez solidaire. Dans cette action-là, quand tu te diriges au sein de l'insertion, qu'est-ce que ça te procure, ce que tu apportes aux autres comme ça, qu'est-ce que ça te procure? Ouais, travailler pour un but social, solidaire, c'est ce qui, entre guillemets, apporte l'énergie positive à faire ce projet. Enfin, quand on rend service, on n'est pas plus, voilà, on est vraiment heureux quand on rend service. Moi, j'ai jamais tiré de bonheur à avoir, à acquérir. Ça, sur le coup, acquérir quelque chose qu'on a cherché, qu'on a attendu, ça fait plaisir. Mais c'est un plaisir juste très court. Par contre, quand on donne à quelqu'un, qu'on accompagne quelqu'un et qu'on le fait réussir, ce bonheur-là, ouais, il dure longtemps, il marque et il nous construit nous-mêmes. Et ça, pour ça, ça n'a pas de prix. Et c'est moi ce qui m'anime et c'est ce que je recherche aujourd'hui. Et donc, si je peux continuer à avancer dans cette voie, à apporter
parfois à donner, à recevoir aussi, parce que on peut pas que donner, au contraire. Ça serait super. C'est hyper valorisant. Hyper valorisant de monter en compétence des gens sur les projets que tu as, là, c'est top, quoi. Et j'ai bien aimé, je me permets de rebondir parce que je trouve cette phrase-là, cette démonstration hyper waouh, le parallèle entre la consommation, le plaisir qui va être un plaisir parfois court et qui génère souvent de la frustration, pardon. Et puis le plaisir que tu nous partages là, le fait de valoriser, mettre en compétence, c'est des plaisirs beaucoup plus longs, quoi, et sans doute beaucoup plus sains, et en plus mieux pour la planète, je pense. Et il faut s'y pencher, ouais. Il faut se rendre compte que il faut se rendre compte que c'est dans l'action déjà qu'on tire du bonheur, et puis c'est par le don aux autres et par le partage qu'on est vraiment heureux. Et ça, c'est pas moi qui dis, hein. Non, mais tu le vis. Tous ceux qui ont essayé le disent, quoi. Que ce soit les personnes comme Pierre Rabhi, pour citer un exemple comme ça, ceux-là, ils se sont bien rendus compte qu'ils étaient parfaitement heureux par le don et par l'action envers l'autre. Ouais. Est-ce que grâce à ça, tu as le sentiment de réussir ta vie? Est-ce que ça fait partie vraiment de l'accomplissement de ta vie? Bah oui, oui, réussir sa vie. Si réussir sa vie, si en effet c'est permettre à d'autres eux-mêmes de se sentir bien, oui, oui. Alors là, moi, je réussis ma vie quand je fais ça. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Ça en fait partie. Ok, très bien. Dis-moi, quelle qualité as-tu développé pour cultiver ton bonheur? Oh, bah, il y en a plusieurs. Alors celles sur lesquelles j'ai travaillé pour que justement ça alimente les différents projets sur lesquels je travaille, alors que ce soit personnel ou professionnel. Je dirais, j'ai parlé tout à l'heure des outils de créativité. C'est peut-être ça qui m'a permis d'avancer un peu plus loin dans mes projets. Donc voilà, en créativité, il y a plusieurs outils, mais la phase par laquelle on doit passer, qui est à peu près toujours la même, qui est la phase de divergence puis de convergence, sont des choses qui sont très très utiles à l'avancement dans différents projets. Et je pense qu'à tort, on pense qu'il y a des créatifs et des non créatifs. C'est faux. Je pense que oui, certaines personnes sont peut-être plus aptes à la création, mais la créativité, c'est comme tout, ça se travaille. Si on travaille, si on y prend goût, et on y prend goût assez vite, on va s'apercevoir qu'en fait, il y a des tas d'outils qui nous permettent d'aller plus vite, ou parfois d'aller plus loin, surtout, plutôt plus vite, et ça permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on mène. D'accord. Alors justement, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais partager qui t'a aidé dans la vie, que ce soit un outil créatif ou n'importe lequel autre? Bah oui, je peux. Alors après, c'est des outils très très techniques, mais il existe notamment une liste qui a été développée par deux chercheurs, la liste de Kent et Rozanov. C'est un nom un peu barbare comme ça. Ce sont deux chercheurs qui ont mis au point une liste d'une centaine de mots, et quand on est face à un problème, on se pose des questions, on prend l'un des mots, n'importe lequel, et on essaie de trouver à quoi nous fait penser ce mot par rapport au problème qu'on essaie de résoudre. Et en fait, cet outil, entre autres, sert à aller justement dans la divergence. Donc, d'aller chercher des idées auxquelles on ne pense pas. Puisque ce qui peut bloquer un projet, parfois, c'est d'être ancré dans le problème sans en sortir. Ouais, pas avoir le recul. On voit les choses différemment et on peut avancer. Et donc, cet outil-là, la liste de Kent et Rozanov, si vous trouvez ça sur Internet, vous allez voir. C'est un outil qui paraît un peu stupide comme ça quand on regarde, mais moi dont je me sers régulièrement et que je trouve assez formidable. Je reprends la parole juste parce qu'il y a quelques questions, donc je favorise le live, n'est-ce pas? Dom qui dit la créativité est en chacun de nous. Quel élément un jour vous a aidé à ouvrir les portes de la création, Thaddée? Tu veux répondre à ça? Ouais, ben alors. Bon, déjà, j'ai quand même un caractère très curieux, hein. Donc, la curiosité favorise la créativité dans le sens où quand on est curieux, on s'intéresse à beaucoup de choses et forcément on a envie de développer d'autres choses. Et pour développer, il faut créer. Donc oui, c'est la curiosité et je pense qu'il faut être curieux. Il faut se forcer à être curieux. Il faut pas s'enfermer dans des
dans des considérations qui sont toujours les mêmes. Il faut s'autoriser la pensée critique, c'est pas toujours facile, mais il faut aussi, comment dire, discuter avec l'autre et puis comprendre et savoir écouter. Et ça, je pense que c'est indispensable, la capacité d'écoute pour pouvoir créer, puisque ça permet voilà, de se remettre en question et de faire avancer son flux unique. Dac, merci. Je te retourne le micro, Sandrine. Vas-y. Merci, Erwan. Dis-moi, Thaddée, alors, qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations qui t'inspirent? Donc, tu parles curiosité. Du coup, je pense que tu as pas mal de sources d'inspiration justement pour développer aussi ta curiosité. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Alors, j'ai une grande source d'inspiration, elle est très naïve, mais j'y peux rien, elle m'inspire vraiment, c'est la nature, la nature autour de moi. Et alors quand je dis la nature, c'est tout son ensemble, c'est-à-dire ça peut être la forêt, ce qu'on y aperçoit, les arbres, les fleurs, les animaux, voilà, le ciel et le ciel la nuit, les étoiles. Enfin, c'est un côté très naïf, hein, je le sais, mais pour moi c'est la plus grande source d'inspiration. Être face à une mer d'huile ou face à une mer déchaînée, ça provoque des émotions, ça provoque des sentiments, ça m'inspire. Et pareil quand on se retrouve à la montagne face au vide ou quand on fait une marche et qu'on arrive face à un paysage splendide, ce sont des grandes sources d'inspiration. De toute façon, ça a inspiré des tas de créatifs, de peintres, de poètes, d'écrivains avant moi. Et des invités bonheur anonyme, parce que beaucoup passent par là. C'est assez rigolo justement d'une dizaine d'invités en quelques petites semaines, et on a vu des profils de gens, voilà, et la nature revient très très souvent, hein, donc la sensibilité à la nature, n'est-ce pas, Sandrine? Exactement. Quel conseil pourrais-tu donner, Thaddée, à quelqu'un qui souhaite créer des projets comme tu le fais, à n'importe quel niveau que cela puisse être? Surtout de ne pas se mettre de barrières, surtout de ne jamais se dire que c'est pas possible, ou alors si c'est pas possible, c'est d'autant plus intéressant. Ouais, c'est clair. Donc, et puis savoir s'écouter soi, parce que parfois, si vraiment on se dit que c'est pas possible, et que ça vient du fond de soi, il faut peut-être aussi faire l'éviter. Il ne faut pas se mettre dans une situation difficile pour le plaisir de d'accomplir un défi. Il y a certains défis qui méritent tout simplement pas d'être relevés parce qu'on n'a pas forcément les capacités. Donc, se connaître soi-même, c'est hyper important. Et puis après, c'est oser, quoi. Je pense que c'est utiliser l'audace pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir affronter les problèmes sur lesquels on a envie d'affronter. Donc il y a deux choses, il y a le désir et puis il y a l'audace. Et il faut que les deux soient compatibles. Et quand ils sont compatibles, il faut y aller. Il faut plus donner de barrières. Il faut essayer. Et puis au pire, qu'est-ce qui se passe? On échoue et l'échec il permet d'apprendre. Encore une fois, je suis pas le premier à le vivre et à l'avoir vécu, et tout le monde le dit, quoi. L'échec, il est formateur. Oui, puis même bien avant l'échec, je pense que quand on essaye quelque chose, il peut rarement se passer quelque chose de dramatique. Enfin, il peut rarement, ça peut rarement être grave quand on ose faire quelque chose, quand on ose monter un projet. Donc, faut vraiment pas se freiner, effectivement. Dis-moi, Thaddée, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Alors, ça c'est une question un peu compliquée parce que je crois pas. Donc la réponse est simple. Je crois pas être enfermé dans des habitudes et bon, comme tout le monde, j'ai des petites habitudes, mais je vois quelque chose qui me personnaliserait, non. Et Thaddée, il y a Dominique qui demande, dont tu as répondu la nature au niveau de. Alors la question au départ c'était. Quel élément un jour pour vous a guidé, aidé à ouvrir les portes de la création? Tu as évoqué la nature, et il pose la question, la musique en fait-il partie aussi? Est-ce que la musique ouvre ces portes-là ou pas? Les arts, c'est vrai que j'ai dit la nature, c'est la première source d'inspiration, mais les arts en général, alors, voilà. La musique un petit peu, je suis un peu musicien, c'est pas un petit musicien, hein, je
Je fais un peu de guitare parce que ça me fait du bien, j'adore ça. Donc la musique un petit peu, la lecture beaucoup, les romans, enfin principalement des romans d'ailleurs, plus que des essais. Je suis plutôt dans la partie, on va dire, imagination, et donc les romans moi m'inspirent énormément. Et les romans d'émancipation, pardon, ça va, on a compris. Sont des romans que j'apprécie encore plus, parce qu'ils traduisent d'une certaine créativité, d'un certain monde qui pourrait exister, mais qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, on vit quelque chose que j'ai lu dans des romans d'émancipation que je pensais pas vivre. Et donc, ça aussi, ces romans-là sont parfois inspirants. Et notamment un roman que j'ai lu l'année dernière, qui a été d'ailleurs une bonne presse, qui est assez ancien, mais qui est ressorti en ce moment dans la presse et qui est passionnant, c'est le roman de Jane Hugnal. Enfin bref, le roman s'appelle Dans la forêt. D'accord. Et ça raconte l'histoire de deux sœurs qui sont suite à une épidémie où on sait pas trop. Enfin, il y a la fin du monde entre guillemets. Elles sont dans la forêt chez elles ont plus de parents et elles doivent survivre. Et il y a plein de choses qu'on vit aujourd'hui qui sont pas tout à fait pareilles, mais qui sont un peu similaires. Et ce roman-là, j'ai trouvé passionnant et ça m'inspire. Très bien. Alors dis-moi, Thaddée, hors ce roman-là, hors ce passage littéraire, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Le mariage. Bon, ça c'est le côté personnel. Non, mais ouais, bâtir mon couple et ma vie de famille, c'est notre plus grande réussite. Après, là, j'ai vécu très récemment quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Puisque je me suis retrouvé candidat, enfin je me suis retrouvé, c'est un choix que j'ai fait, mais j'ai été candidat aux élections municipales dans ma commune, et ça a été une aventure humaine exceptionnelle. L'équipe avec qui on a travaillé, avec qui on a monté, les gens que j'ai pu rencontrer, les Nolféens, les gens que j'ai pu rencontrer à Saint-Nolf, ça m'a énormément apporté, et j'ai vraiment vécu ça comme une très très belle aventure. Voilà, et qui va se poursuivre puisque les élections sont passées et je suis maintenant élu de la minorité, mais élu quand même. Et donc l'aventure va se poursuivre et aussi va se poursuivre aussi avec toute l'équipe puisqu'on a décidé on va monter des projets ensemble. Mais là dernièrement, c'est cette aventure-là qui. Et moi, je pose une question. Ça aurait pu être ton cas. T'aurais pu répondre la même chose, Sandrine, peut-être. Ouais, non, mais c'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu. Excuse-moi, Sandrine. Excuse-moi, je suis désolé. Je te repasse le micro. Alors. Moi, je l'aurais facilement dit. Hein. Moi, je l'aurais facilement dit. Dis-moi, Thaddée, quel conseil donnerais-tu maintenant à un jeune de 16 ans? De se faire confiance, d'y aller, quoi, de s'écouter. De croire que demain c'est pas qu'un monde sombre, parce que bon, quand je dis sombre, on a beaucoup de scientifiques ou de gens qui sont pas forcément très optimistes sur le monde d'après, et à raison, ils sont pas toujours optimistes. Toutefois, il faut le voir comme un terrain d'opportunité. Il y a des tas de choses à faire, il y a des tas de choses à reconstruire, à penser. Des tas de choses à faire vivre, mais de façon différemment. Il ne faut pas tout changer, on ne pourra pas tout changer, c'est impossible. Mais on peut tout doucement changer certaines choses et on va le vivre comme des projets. Donc ça va nous apporter du bonheur et de la joie et ça va construire le monde de demain. Donc ça c'est chouette. Ouais. Surtout, garder un optimisme à toute épreuve, rester optimiste et puis croire en l'avenir qui appartient à ces jeunes de 16 ans. Alors, Thaddée, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais? Quand j'ai le moral qui vacille, qu'est-ce que je fais? Souvent déjà, je m'énerve. Mais quand je dis que je m'énerve, c'est que j'exulte ma colère et pour qu'elle soit saine. Parce que une colère qui reste enfermée, et parfois d'ailleurs elle est dure à sortir, hein, parfois elle reste un peu... on ne sait pas toujours d'ailleurs qu'on est en colère. Quand on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi. Finalement, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à faire sortir. Donc il faut exulter cette colère. Donc d'abord, se mettre en colère, ça peut être sain. Et ça m'arrive, je ne vais pas dire très souvent,
de temps en temps, voilà, je me mets un peu en colère. Et ensuite, de cette colère, bah, on prend du recul. On fait ce qu'on appelle une relecture. Et cette relecture, bah, elle nous permet de voir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, qu'est-ce que ça nous a fait et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et de là, on construit la suite. Ouais, c'est intéressant parce que tu t'autorises à exprimer tes sentiments et après tu te les appropries et tu t'en sers pour rebondir. Tu les vis et tu t'en sers pour avancer. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais je pense j'en reviens à se connaître soi-même. C'est une clé. C'est pas toujours simple, hein, d'ailleurs. Faut s'accepter. On a des défauts. Parfois, on fait n'importe quoi. Enfin, ça m'est arrivé de faire dans certains projets un peu n'importe quoi. Mais après, il faut relire, il faut comprendre pourquoi on a fait ça. Et souvent, le sens nos actes sont beaucoup plus sensés qu'on ne le pense. Et ça permet, voilà, d'éclairer nos futurs actes. Et aussi les assumer. Alors, dernière question, Thaddée, pour nous. Qu'est-ce que le confinement a révélé en toi? Voilà. Qu'est-ce que le confinement? Ben, je sais pas trop, en fait. En moi, j'en sais rien parce que on en parlera peut-être après, mais j'ai mené un projet durant le confinement qui pouvait être sur mon chemin et c'était normal qu'on démarre ce projet. C'était fait très naturellement et voilà, on en parler après. Moi, j'ai suivi, entre guillemets, la façon dont j'ai l'habitude de travailler dans ce confinement, c'est-à-dire, il faut mener des projets, il faut aller de l'avant, il ne faut pas fondre, voilà. Enfin, même s'il y a une partie, le début du confinement n'a pas été simple, ça s'est fait en plus tout de suite après les élections municipales et voilà, il y a eu des hauts et des bas, hein, c'est normal, mais maintenant on est dans la pluie. Ce que ça révèle surtout, c'est que en fait, le monde d'après, il est possible. Hein. On entend déjà aujourd'hui des philosophes, des écrivains, des politiciens qui interviennent et qui disent qui parlent du monde d'après ou du monde d'après qui n'arrivera pas. Du fait qu'on va retourner vers des choses comme elles étaient et on peut s'en inquiéter. Moi, je pense que c'est possible parce que il y a des initiatives qui ont été faites d'État sur tout le territoire et à l'international. Et ces initiatives, elles brillent aujourd'hui. Elles sortent du lot. Et je pense en effet que d'une minorité de gens qui veulent changer les choses, ben on est de plus en plus nombreux et on va aller vers une majorité. Donc moi, le confinement, il n'a pas révélé quelque chose, si ce n'est que de plus en plus, je crois que c'est possible. Il peut être accélérateur. Ben voilà, je pense que je doute de moins en moins. Il pourrait être accélérateur, Thaddée, non? Oui, ouais, c'est ça. Ça va être un accélérateur. Ouais. On l'espère. On peut le voir comme ça. Ouais. Du coup, c'est une belle transition. Je crois que Erwan, tu voulais en savoir plus sur ce que faisait Thaddée. Ouais. Et puis tu sais qu'on m'a demandé, c'est qui ce mec? Donc, d'une part, merci Sandrine. Je reviendrai effectivement vers toi pour le mot de la fin. Alors Thaddée, homme de projet, quel est ton dernier projet? Parce que tu es dedans là. Enfin, vous y êtes dedans et la genèse un petit peu de ce projet, s'il te plaît. Ouais, alors c'est important de dire vous, hein, parce que je suis pas vous. C'est l'usine invisible dont on a peut-être entendu parler, vous avez peut-être entendu parler, en effet, un peu dans la presse ou dans les réseaux. Alors comment c'est né? La genèse, c'est d'abord dans l'atelier que je dirige pour les jeunes, quand l'atelier fonctionne en temps normal, on a une machine qui s'appelle une découpeuse laser tissu. Pas un peu technique comme ça, mais c'est une machine qui permet de découper du tissu de manière très très rapide. Et quand j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux des couturières solidaires, donc une association de couturières du côté doré qui cherchait des couturières pour fabriquer des masques, moi je leur ai écrit en leur disant écoutez, moi j'ai pas de machine à coudre, bon je sais un peu plus, mais c'est pas ce que je vous propose. Par contre j'ai une découpeuse laser qui aujourd'hui ne tourne pas, qui est grande capacité, et si je peux vous aider à découper vos tissus pour vos couturières, ben je le ferai avec plaisir. Et donc ça a démarré comme ça, elles m'ont répondu favorablement, on a commencé à découper du tissu. Le tissu qui était fourni par une entreprise locale morbihannaise qui est Papapic et Maman Pou. Ouais. Et on a commencé à faire des carrés de tissu pour les couturières. Et très vite on s'est rendu compte que, enfin moi, pas que moi, je veux dire, c'est plutôt les couturières qui se sont rendu compte
les animatrices du projet, qu'on pouvait faire beaucoup de masques en organisant bien les choses et en mobilisant beaucoup de couturières. Et que sur le territoire, il y avait cette capacité de couture, de couturière. Et donc, ensemble, elles ont imaginé un projet où on puisse répondre à une commande publique pour pouvoir faire des masques. Et moi, ayant mon réseau auprès de l'agglo, j'ai fait ce lien entre l'agglomération, les élus, les services techniques et les couturières solidaires pour lancer le projet qui est devenu l'usine invisible. Génial. Et, voilà, c'est un Génial. projet assez fantastique puisque on a pu montrer que l'économie sociale et solidaire pouvait répondre à un besoin d'urgence. Génial. Et c'est un projet formidable. Donc on est assez fiers de ce démarrage. Vous pouvez. Alors, c'est compliqué, c'est vraiment pas facile parce que on est sollicité énormément par les couturières qui ont envie et il faut organiser tout ça. On a eu l'usine invisible a eu 1900 candidatures de couturières. Génial. À gérer derrière, c'est hyper compliqué et elles font un travail formidable. Moi, je fais mon travail de coupe. D'ailleurs, on est un peu en sous-régime. C'est-à-dire, on n'arrive pas à maintenir la cadence qu'on exige. On est un petit peu en retard sur les livraisons parce que les besoins sont énormes. Le tissu, c'est extrêmement compliqué. La filière tissu est extrêmement tendue. On a mis plusieurs jours à recevoir le tissu qu'on avait commandé, les liens et tout. Enfin, tout ça, c'est vraiment un énorme projet, très compliqué, mais on avance et ça a vachement de sens. Et voilà, c'est un projet qui me rend hyper heureux forcément aujourd'hui. Et sur lequel je m'éclate. Alors, juste, techniquement, c'est combien de découpes, je sais pas moi, par heure ou dans une journée pour avoir une idée? On fait 5000 masques par jour aujourd'hui. Ok, vous découpez, super. Avec combien de personnes? Combien de personnes, quand tu dis on, là, vous êtes à combien la découpe, par exemple, pour avoir une idée? Alors, en fait, on est deux. Alors, moi, j'ai ce que j'appelle le maître professionnel, c'est-à-dire la personne qui encadre les jeunes au quotidien, qui gère les machines dans l'atelier. Il travaille, lui, le matin. Donc, il commence à 7h. Et puis, moi, j'arrive à 13h et je prends la suite jusqu'à 19h. Donc, on fonctionne en équipe. Et après, c'est des collaborateurs de l'ICAM aujourd'hui. Donc, des profs, des profs d'ingénieurs. Génial. Des profs divers et variés qui viennent nous assister un petit peu pour nous aider sur la production. Et jusqu'à hier, la préparation d'équipe était faite dans nos locaux par des employés communaux. Notamment, on avait une équipe de la piscine municipale de Vanocea qui était là tous les jours et qui préparait les kits qui sont ensuite diffusés dans toutes les intercommunalités du Morbihan. On produit du coup pour tout le Morbihan. C'est absolument génial, hein, je trouve. Et puis c'est un exemple. Tu parlais tout à l'heure effectivement de penser les choses autrement, de faire les choses autrement. Là, on est en plein dans une usine effectivement virtuelle, donc on arrive à produire quand même de la quantité, quand même, peut-être pas suffisamment, avec des individus, enfin organisés, doit être super compliqué, mais enfin le résultat et puis surtout la démarche de mutualisation, de regroupement de compétences, c'est juste waouh. Et si on pouvait surfer là-dessus sur les futurs projets, l'après, ce serait bravo, franchement bravo, c'est une super aventure. C'est une belle aventure, c'est très très inspirant. Alors, ouais. Il faut canaliser aujourd'hui d'ailleurs, mais oui, c'est vraiment un beau projet, c'est une belle aventure, et c'est la réussite d'avoir des élus qui se sont impliqués, d'avoir des services techniques, et notamment Vanaglo qui a été leader dès le début sur le projet. Donc on a eu l'association des maires du Morbihan avec Yves Benven qui est c'est le même projet. C'est le même projet, ça? Oui, c'est le même projet. Ah ouais. Donc Yves Benven qui s'est beaucoup impliqué, Super. Vanaglo, qui ont permis aussi, ce projet émerge. Et qui ont cru dans ce modèle, qui est un modèle vraiment économie sociale et solidaire, où on n'est pas sur une commande juste d'une entreprise, mais on crée cette entreprise pour répondre aux besoins urgents. Et c'est vrai qu'on a remarqué quand même sur pas mal de projets, et là vous êtes une illustration énorme. Pour le coup, dans ce contexte très très particulier, on se serre les coudes. Et puis là, tous. Je veux pas faire de la politique ou au plus, mais je veux dire là, je crois qu'on a été dans une même direction et c'est chouette quand même. Exactement. Ouais. Il y a pas. Je crois. On n'était pas pour faire un coup de com'. Ça n'a pas du tout été le cas. Et d'ailleurs, l'implication des couturières solidaires
notamment Myriam Ami qui est à l'origine du projet, hein, c'est elle. D'ailleurs, il aurait fallu que vous la rencontriez parce que c'est. Bon. Mais elle est très débordée en ce moment parce qu'elle mène ce projet à fond. Qu'elle raconte cette histoire aussi, selon son point de vue, c'est très important. Génial. Et à titre personnel, je te poserai une question. Alors c'est plus pragmatique et technique, mais où tu me réponds pas, parce que moi j'ai des vraies questions sur les masques effectivement faits par soi-même avec ces tissus là. Donc vous maîtrisez justement, j'imagine vous avez un cahier des charges, vous savez quel tissu, parce qu'on voit aujourd'hui, c'est mon sentiment, hein, je me trompe peut-être complètement, plein de bonne volonté de gens, de couturiers, enfin de passionnés de couture qui font des masques. Mais est-ce que un masque va être quand même efficace avec un tissu lambda, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends un peu le sens de ma question et mais non, c'est une vraie bonne question parce que en fait, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? D'abord, c'est quand même un mini scandale, enfin quand je dis mini, et peut-être maxi. C'est d'abord le fait que la France soit en pénurie de masques. Qu'on découvre ça forcément au moment d'une pandémie, c'est dramatique. Et de fait, ça a provoqué des situations d'urgence où on s'est adapté. Toutes les personnes qui ont voulu faire des masques, il faut savoir que déjà c'est une bonne chose. Un masque, il est là pour lutter, il est là pour agir comme barrière. En effet, après, quand on analyse ça, tous les masques n'ont pas la même efficacité. Il faut plusieurs couches de tissu. Le tissu, il faut qu'il y ait un certain grammage. Voilà. Et pour qu'il soit validé pour les services publics, il a fallu que ce tissu soit validé par la Direction générale de l'armement. Ouais, c'est ça. Tout ça a pris aussi du temps. Maintenant, donc aujourd'hui, il y avait plein de gens qui font des masques. Tous ces masques-là, tous les masques ne se valent pas, mais à la base, on peut dire que la volonté de se protéger, elle est très bien. D'ailleurs, à l'ICAM, nous, on a aussi fabriqué on a des imprimantes 3D, donc on a fabriqué des visières en plastique avec, voilà, notamment pour le personnel soignant de l'hôpital. En dehors d'une pandémie, ce type de matériel, on serait passé pour les fous, quand on aurait dit, c'est pas du tout aux normes, c'est n'importe quoi, il faudrait analyser le plastique et tout. Mais là, on était face à une situation d'urgence. Et donc, on a géré l'urgence avec les moyens du bord. Ouais. Et pour les masques, c'est pareil. Alors, le masque, nous, on travaille, forcément, il est quand même très bien, hein, il est même une très bonne qualité. Il y a des mairies aujourd'hui qui ont essayé de trouver des masques pour leurs administrés, qui sont peut-être pas aux mêmes normes, mais néanmoins, c'est des initiatives qu'on doit saluer, parce que la volonté, c'est de protéger. Donc, et après, on va apprendre tout ça. On va apprendre. Il y a une vraie notion d'apprentissage qui va se faire. Il faut pas être trop pressé. Alors si, il faut être pressé parce que on est face à un virus, mais il faut pas non plus critiquer toutes les initiatives, même quand certaines sont pas parfaites. D'accord. Déjà faire, ça va dans le bon sens, et puis ça protège quand même. Ok. Bon, en tout cas, vraiment, merci pour ce témoignage, parce qu'effectivement, j'avais suivi de loin le projet, mais là, on se retrouve, comme quoi le hasard, c'est génial à ce niveau-là, et c'est un super projet. J'espère que demain, des projets de ce type, en mutualisant, et puis pour le coup, en recentralisant une production, ça a vraiment du sens, quoi. Enfin, ça a du sens dans tous les sens. C'est le cas de le dire. Sandrine, peut-être pour le mot de la fin, et puis Thaddée aussi après, si vous voulez bien. Oui, merci Erwan. Écoute, merci à toi d'avoir laissé à Bonheur Anonyme la visibilité sur ces dernières semaines. C'était vraiment une belle opportunité, et merci vraiment au nom de toute l'association. Le plaisir était partagé. Ouais, merci beaucoup Thaddée d'être venu ce soir aussi, parce que tous les invités qu'on reçoit sont d'une richesse exceptionnelle, et tu en es encore l'exemple ce soir. Tout ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que soyez heureux, prenez de la graine de tous ceux qui vous entourent, et soyez heureux. Chouette, merci vraiment Sandrine pour ce partenariat qui se stoppe là, mais peut-être qu'il reprendra, on verra. En tout cas, c'était une chouette aventure. Et là aussi, je me permettrais une aventure du confinement, on serait peut-être pas retrouvés dans ce cadre s'il n'y avait pas eu le confinement. Sandrine. Oui, complètement. C'était une opportunité pour plein de gens. Je pense que ça va donner un départ et de l'inspiration à pas mal de monde. Peut-être que nous, effectivement, on verra pour de projets futurs et Bonheurs Anonymes. Voilà, on va voir avec l'équipe. Je ne sais pas si l'équipe est là ce soir. Je crois, oui, avoir vu 2-3 bénévoles nous regarder aussi ce soir en live. Et, on va discuter de tout ça, de la suite à donner. Merci beaucoup. Thaddée, pour le mot de la fin? Thaddée.
il faut se concentrer sur le bonheur et sur le partage et la vie avec et le vivre ensemble. C'est la clé du succès de demain. Ouais. Bah merci en tout cas. Moi j'étais ravi là encore de te rencontrer. À très bientôt. Soyez prudents dans le cas du déconfinement. Hein. L'aventure commence quoi. Voilà. Et bis, merci à tous. Générique de fin.